Du coup, on est là pour pour le deuxième petit live, et cette fois en compagnie de Laurent Guérin qui va nous parler des Drosera tubéreux. On va d'abord discuter un petit peu de ces plantes-là, puis il va nous faire une petite visite de collection. Il va aussi nous montrer quelques photos parce qu'on arrive un peu à la fin de la saison des tubéreux. Et puis voilà, donc on est avec Rémi et Émeric qui sont aussi de l'association Dionée. Et puis voilà, Laurent, tu veux te présenter et puis discuter un petit peu de tout ça? Ouais, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Donc, ravi de faire ce live avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis Laurent Guérin. J'ai 50 ans bientôt. Je cultive les plantes depuis les années 90, je crois. Donc, ça fait déjà un petit moment que ça dure, avec des hauts et des bas, comme pas mal de collections. Assez rapidement, en fait, j'ai eu une affinité vraiment particulière pour les Drosera. Donc, c'est vraiment le genre que j'ai le plus cultivé. Je cultive d'autres genres, hein, Sarracenia, Dionée, quelques Helianthera, mais je suis très très loin d'égaler Gaël. Voilà. Et puis, on va dire dans les 10 dernières années, en fait, j'ai été attiré par ce groupe de Drosera tubéreux de manière un peu plus particulière. J'ai rencontré quelqu'un qui est un véritable dieu de la culture dans ce domaine-là et qui m'a vraiment donné l'amour de la culture de ces plantes. Et depuis 6-7 ans, disons que je cultive de manière assez intensive et régulière ces Drosera. Voilà. Super. OK. Alors, n'hésitez pas aussi dans le chat à nous poser des petites questions directement en commentaire, et puis on va les noter, et puis on pourra les poser directement, on pourra poser directement les questions à Laurent. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu le genre? Est-ce que tu veux montrer tes photos tout de suite? Ou On dis-moi va quand peut-être tu on veux. va peut-être pas montrer tout de suite les photos. Il y en a quelques-unes qui correspondent en fait au déroulé de la présentation, mais je te le dirai au fur et à mesure. Donc le genre, bon, bah, ce sont les Drosera tubéreux. Donc c'est un sous-genre qui s'appelle Ergaleum, dans lequel on a 3 sections. Alors les sections, elles vont plus vous parler, puisqu'on a les Drosera à rosette, les Drosera érigés et les Drosera à feuilles en forme d'éventail. Donc tout le groupe Stolonifera pour les feuilles en forme d'éventail, tout le groupe des Menziesi, Basifolia, etc., Macrantha pour les érigés. Et puis le joli groupe, celui que je préfère, le groupe des Drosera à rosette, dans lequel on va retrouver l'un des plus beaux, par exemple, c'est Drosera squamosa. Voilà. Donc c'est un genre qui regroupe à peu près 70 espèces, donc c'est quand même une belle part des plantes carnivores au global, puisque les plantes carnivores, c'est à peu près 700 espèces, si je ne me trompe pas. Donc 70 espèces de Drosera tubéreux, on sait que 10%, imaginez, 10% des plantes carnivores aujourd'hui sont des Drosera tubéreux. Voilà. Donc la présentation du genre est en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on va passer tout de suite à la culture. Alors au niveau de la culture, il y a quelque chose qui est très spécifique à ces Drosera, c'est leur cycle. Elles ont un cycle qui est coupé en deux, un cycle durant lequel, en hiver, sous nos latitudes, en hiver, elles sont en végétation, et à partir du printemps, elles commencent à être au repos. Alors, la grande particularité des Drosera tubéreux, c'est évidemment qu'elles forment un tubercule. Donc, le tubercule, qu'est-ce que c'est? C'est un organe de réserve qui contient des nutriments, de l'eau, et qui permet à la plante de rester au repos sous terre pendant que les conditions ne sont pas du tout favorables pour elle. C'est-à-dire qu'en Australie, il faut savoir que les étés sont plutôt très très chauds et très secs, qu'en surface, la température peut largement dépasser les 40 degrés. Donc, le tubercule de la plante permet à la plante de survivre sous la surface du sol. Donc, quand les conditions redeviennent favorables, c'est-à-dire qu'il y a une baisse des températures et qu'il y a à nouveau des précipitations, donc on est dans un hiver qui est plutôt frais et très humide, à ce moment-là, le tubercule reprend sa croissance et va former un stolon jusqu'à la surface, puis de la surface va former tige et feuilles. Voilà. Donc, ce cycle-là, en fait, est extrêmement important à respecter dans la culture. Donc, vous allez avoir tout au long de l'année une période de 6 mois durant laquelle il ne va rien se passer. C'est la période on va dire, la plus facile à gérer, puisque la plante est sous forme de tubercule dans son pot. Et puis, vous avez pendant 5-6 mois toute la phase de croissance. Donc, à partir de septembre,
oui, septembre, octobre, donc dans les plus rapides à se mettre en croissance, oui, on a jusqu'à fin août, ça peut commencer pour Drosera macrantha, par exemple. Et dans les plus tardifs, on a surtout le complexe Stolonifera, qui est encore beau aujourd'hui, alors que, par exemple, toutes les rosettes sont en train de sécher. Donc, ce qui est important, c'est bien de gérer cette particularité-là. Alors, comment on la gère? Alors, déjà, quel type de pot j'utilise? Assez standard. J'utilise des pots de 12, 13 jusqu'à 15 cm de haut. Majoritairement du pot de 12. J'utilise 13 jusqu'à 15 cm pour des espèces dont les tubercules vont s'enterrer très profondément dans le pot en fin de saison. C'est le cas, par exemple, de Drosera rupicola et Drosera stolonifera. Donc, je préfère utiliser des pots de profondeur plus importante. Et malgré ça, j'ai des surprises. Je n'ai pas regardé là récemment, mais on peut avoir des tubercules qui vont se former carrément à l'extérieur du pot. Le stolon va se former en profondeur et le tubercule va carrément être en croissance à l'extérieur du pot. Donc, voilà pourquoi j'utilise des pots un petit peu plus profonds pour ces espèces-là. Au niveau du substrat, c'est très sableux. Dans la littérature, on va entendre 70% de sable, 30% de tourbe. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup trop sableux et ça a tendance à se dessécher beaucoup trop rapidement au printemps et en été. Donc moi, j'utilise un mélange de 50% de tourbe et 50% de sable. Donc ça me permet en fait d'avoir un dessèchement du pot pendant le repos qui est plus progressif. Donc les tubercules ont le temps de se former. Et je garde quand même, grâce à la tourbe, une humidité résiduelle qui permet aux tubercules de ne pas sécher pendant l'été. Alors, pareil, dans la littérature, on va souvent entendre parler de milieux en été très très secs et très chauds. Je ne suis pas particulièrement d'accord avec ça. Pour en avoir discuté assez récemment avec des copains australiens qui les cultivent, certains continuent même à les arroser de temps en temps en plein été. Donc moi, ce n'est pas trop le cas. Je vous expliquerai comment je fais l'été. Mais je suis assez curieux en fait d'en apprendre un peu plus sur les espèces sur lesquelles il y a un petit arrosage qui se fait l'été. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de tester le sec absolu et j'ai perdu pas mal de plantes. Donc c'est assez sensible. Voilà. Donc le choix des pots, le substrat, on l'a vu. Au niveau de l'arrosage, alors l'arrosage c'est très simple. Quand la plante commence à pointer en surface, en septembre, octobre, ça dépend des espèces, en fait, la plante, elle a suffisamment d'énergie grâce aux tubercules pour former un stolon vers la surface, pour former après les premières tiges et feuilles. Donc, à partir du moment où elle commence à apparaître à la surface, vous pouvez commencer l'arrosage à la fois par le dessus et même au niveau du sol. Vous pouvez laisser tremper les pots dans un petit centimètre d'eau. Alors, ce que je fais souvent, moi, en août, voire septembre, même sur les plantes, sur les pots sur lesquels je ne vois pas encore de plantes apparaître, j'arrose par le dessus pour simuler des pluies, les premières pluies d'hiver. Donc, ça humidifie un petit peu le substrat et ça permet de déclencher la croissance du tubercule. Bon, c'est un risque que je prends parce qu'il peut y avoir des exceptions où le tubercule de l'année va former non pas une plante, mais un autre tubercule. Et à ce moment-là, si on mouille trop, c'est possible qu'on arrive à une pourriture du tubercule. Donc, c'est un risque à prendre. Je ne le fais pas forcément sur toutes les espèces, mais particulièrement sur toutes les espèces érigées et les rosettes. Voilà, donc l'arrosage, à partir du moment où la plante est en croissance pendant l'hiver, il ne faut pas hésiter à laisser de l'eau au fond de la soucoupe. Donc moi, je laisse 2-3 cm d'eau, je laisse évaporer, je laisse 2-3 jours sans eau, et à nouveau, je remplis jusqu'à 2-3 cm d'eau pour l'eau. Voilà. Le point le plus sensible, en fait, ça va être, pendant toute la période de croissance, c'est vraiment, il n'y a rien de plus simple, hein, c'est comme un Drosera, tout ce qui est de plus classique. Il va croître normalement. C'est vraiment le moment actuel qu'on est en train de vivre là, où l'arrosage va être un petit peu plus sensible. Il faut faire attention, en fait,
faut faire attention à ne pas trop garder humide le pot. Alors, au niveau du substrat, on l'a vu, l'arrosage, on l'a vu. Au niveau de l'éclairage, alors pareil, on est sur des plantes en fait qui ont une phase de croissance hivernale. Donc, qui dit hiver dit jours courts. En Australie, donc c'est jours courts, hiver pluvieux et frais. Donc, il faut veiller à ne pas dépasser 10 voire 11 heures de bon éclairage par 24 heures. Donc, moi, j'utilise des T5, donc tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai utilisé pas mal d'éclairage. Franchement, je n'ai jamais vraiment vu la différence entre des LED, des T5 LED, des turbo-néons. Je n'ai jamais vu vraiment de grosses différences. Le tout, c'est vraiment d'éviter de dépasser une photopériode de plus de 11 heures par 24 heures. Parce que sinon, on va montrer à la plante que les jours rallongent et à ce moment-là, le risque, c'est d'induire le repos. Et l'idée, c'est quand même d'avoir une phase de croissance hivernale la plus longue possible, la plus prolongée possible pour que la plante puisse faire le maximum de réserve sur ses tubercules, dans ses tubercules. Donc la photopériode, pas plus de 11 heures. Au niveau des températures, encore une fois, c'est l'hiver. Donc ces plantes-là, en fait, sont en pleine croissance pendant les hivers humides et frais. Alors, frais, ça peut être vraiment froid. Moi, je cultive spécifiquement mes tubéreux dans une pièce à l'extérieur de la maison. En fait, j'ai la chance d'avoir une dépendance. Dans cette dépendance, j'ai une pièce qui est non chauffée, dans laquelle je cultive toutes ces plantes-là. Donc, les hivers, je peux descendre très bas, c'est-à-dire que quand il fait -5 dehors, j'ai à peu près 0 dans la pièce. Donc, à partir de -5, je commence à mettre un petit chauffage d'appoint pour éviter la congélation, enfin, éviter le -1, parce que le -1 peut être dangereux pour certaines espèces. Je ne sais plus où j'en étais, ça y est, je bug. Les températures, oui. Donc, les températures, donc minimum, je pense que je suis entre 2 et 8 degrés la nuit, l'hiver, et maximum, je dois monter à 15-18 degrés la journée. C'est bien de ne pas dépasser les 18-20 degrés, pareil, pour la même raison que tout à l'heure avec la photopériode. Les températures élevées risquent d'induire le repos de la plante. Donc, 18-20 degrés, c'est bien. Après, ça peut ponctuellement monter à plus que ça. On a eu, il y a 15 jours ou une semaine, des températures vraiment estivales. Ce n'est pas un problème si ça ne dure pas trop longtemps et ce n'est pas un problème si la nuit, les températures fléchissent fortement. Donc, ce qui était plutôt le cas, puisqu'on avait même des gelées le matin. Donc, on avait des différences de température très, très fortes, ce qui plaît vraiment beaucoup aux plantes. Voilà. Au niveau de l'hygrométrie, donc la température, la quantité d'humidité dans l'air, il n'y a pas vraiment de règles. Moi, je ne les cultive. Je n'ai jamais cultivé mes tubéreux en terrarium, absolument jamais. Certains le font, pourquoi pas. En ce qui me concerne, je n'ai jamais remarqué de différence notable avec des journées où il faisait très sec, où ça pouvait descendre à 30 ou 40% d'humidité. Aujourd'hui, là, je suis à 55%. Là, je suis à 55% d'humidité. Bon, les plantes, je parle surtout du complexe Stolonifera. Les plantes sont pleines de glu, donc tout va bien. Et globalement, même à 40%, même en descendant en dessous de 40%, je n'ai jamais eu de souci au niveau du mucilage. Donc, l'hygrométrie, c'est un faux problème. Donc, si vous avez une serre, je pense que c'est encore mieux. Si vous avez une véranda, ça peut être très, très bien. Mais sachez que dans une pièce qui est non chauffée comme la mienne, la fluctuation, ce n'est pas un problème. Ça peut descendre à 40, monter à 80%, il n'y a aucun souci. Alors, pleine croissance. Et puis, fatalement, arrive mars-avril. Mars-avril, où la plante va commencer à se mettre au repos. Alors, ça peut faire flipper au tout début, surtout quand on commence la culture, parce qu'on se demande ce qui se passe. Les feuilles commencent à jaunir, noircir, et elles sèchent en surface. Donc, c'est tout à fait normal, absolument normal. C'est-à-dire que la plante, elle est en train de rentrer en phase de repos, elle est en train de former son tubercule. À partir du moment où la plante est en train de sécher et elle est devenue noire en surface, il faut compter à peu près 3-4 semaines pour que la plante ait formé entièrement son tubercule.
Donc, ça veut dire que pendant cette période-là, il faut continuer à conserver l'humidité du pot correcte, donc continuer les arrosages. Alors après, bon, moi, je prends forcément quelques risques, puisque j'ai des plantes, vous allez voir tout à l'heure, j'ai des plantes qui sont encore en croissance parmi les rosettes et d'autres qui sont complètement au repos. Donc, il n'y a plus de plantes en surface, tout est noir. Je prends le risque de laisser 1 voire 2 cm d'eau au fond du pot, au fond du bac. Bon, je le prends ce risque parce que je l'ai déjà pris et j'ai jamais observé de perte, sachant que je laisse pas plus d'1 mois comme ça. À un moment donné, je prends les pots et je les sors carrément du bac. Je les isole de manière à ce qu'ils sèchent tout doucement. Alors, donc cette période de croissance, cette période de repos, pardon, elle va commencer pour les plantes les plus actives dans le repos. Ça va être au mois de mars. Au mois d'avril, ça s'accélère fortement. Et on va avoir en dernier, en fait, le complexe Stolonifera qui va commencer à entrer en repos. Donc là, vous avez de la chance, on va dire. Enfin, oui, vous avez un petit peu de chance. On va quand même voir quelques plantes qui sont encore jolies. Malheureusement, pour tout ce qui est érigé, toutes les espèces du type Macrantha, Pallida, Érythrogyne, Menziesi, toutes ces plantes-là, malheureusement, ça y est, c'est pratiquement la fin, en tout cas chez moi. Ça peut dépendre en fait en fonction des gens. Je sais que j'ai un copain pour qui il y a encore de belles choses à voir chez les érigés. Moi, les érigés ne sont pas dans la même pièce, elles sont en véranda. Donc, je pense que ça a beaucoup joué cette année, puisqu'en véranda, ça chauffe beaucoup plus fort, ça rafraîchit beaucoup moins la nuit, et je pense que j'ai dû raccourcir en fait la période de croissance chez les érigés. Donc, je verrai bien si je vais le payer ou pas. J'espère que non, on verra bien. Voilà, donc en ce moment, mes rosettes sont pratiquement toutes au repos, vous allez voir. Les Stolonifera sont encore belles, donc on va les regarder tout à l'heure. Quand on va continuer sur la période de repos, quand vous avez isolé vos pots et que vous avez laissé à peu près 1 mois d'humidité, le temps que le tubercule se forme, à la fin de ce mois d'humidité, moi j'ai un petit secret, je vais le partager, hein. Je mets ces pots dans des gros sacs Ziploc. J'en ai quelques-uns, ouais, j'en ai là, je vais vous montrer tout à l'heure comment je fais. Pourquoi? Parce qu'il reste encore un peu d'humidité dans les pots, et pour éviter, parce qu'on a des étés qui sont de plus en plus chauds et de plus en plus secs, avec des périodes caniculaires qui sont parfois quand même très fortes, et les pots ont tendance à se dessécher de manière trop profonde. Dans la nature, il faut savoir que les tubercules, oui, ils sont au sec, mais un sec relatif. Il reste une humidité résiduelle dans le sol, il y a de la fraîcheur, et c'est ce qui permet aux tubercules de rester encore en vie. Donc dans nos petits pots, si on traverse des périodes de canicule répétées, nos petits pots vont complètement sécher, on va se retrouver avec un substrat qui est dur comme la pierre, et le tubercule, le gros risque, c'est qu'il meurt, qu'il se dessèche et qu'il meurt. Donc à la fin de la période, moi, de sèche, avant que ce soit vraiment trop sec, je mets mes pots dans des sacs Ziploc que je ferme et que je mets dans un endroit un petit peu plus frais de ma pièce principale. Voilà. Donc, ça fait 2 ans que j'utilise cette technique. Je suis plutôt content parce que les 2 dernières années, j'ai perdu très peu de plantes. J'ai même eu de très belles surprises. Donc, avec des plantes qui sont de plus en plus belles d'année en année. Donc, avec notamment cette année, ça a été particulier sur Drosera squamosa. J'avais un pot il y a quelques années avec 2-3 plantes, et cette année, le pot était. Je pense qu'on peut montrer une photo si tu veux. Ouais, si tu veux, Ouais. que je montre les photos? Ok, alors attends. Ouais, je veux bien. On va peut-être les passer en revue. On va les regarder. Ok. Et puis je peux les commenter. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre, hein. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors ça, c'est c'est moche, mais c'est juste pour vous montrer en fait ce que donne un pot de Drosera magna qui est au repos. Donc là, c'est récent, hein. C'est une photo que j'ai prise il n'y a pas très longtemps. Il me semble que oui, c'est ça. Donc là, la plante est en train de former ses tubercules. Moi, j'y touche pas. Je laisse tel quel. Et je laisse faire la nature. Donc les feuilles vont complètement sécher, ça va disparaître au fur et à mesure. Donc
Voilà ce que c'est qu'une plante au repos. Donc, ce n'est pas beau, mais il faut se dire que sous terre, la vie continue à travers le tubercule. Alors ça, c'est des Drosera magna, donc des tubercules, à quoi ça ressemble. Donc on en a de différentes formes et différentes couleurs. Ceux-là sont plutôt beaux, ils font un bon centimètre de diamètre, ils sont rouges. Vous avez à peu près toutes les, enfin pas toutes les couleurs, mais vous avez du blanc, du rose, du rouge, des formes lisses, des formes un petit peu alambiquées. Le Drosera lori, on va le voir à un moment donné dans ma main. C'est un Drosera c'est un tubercule qui est assez particulier, qui est très joli d'ailleurs, j'aime beaucoup. Vas-y, continue. Tu peux continuer. Tu m'entends, Arthur? Ouais, tu vois pas la photo là? Ah oui, ça y est, je la vois. OK. Euh, donc là, c'est Drosera macrophylla. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Alors, on parlera aussi de ça juste après la période de repos. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enlève les tubercules du pot ou est-ce que je les laisse dans le pot? J'ai pas de réponse très nette à apporter. Je le fais, moi, pour les plantes les plus rares, les plus délicates et les plus gros tubercules. Je l'ai fait là pour Macrophylla. Je le fais pour Rupicola. Je le fais pour Stolonifera. Je le fais pas forcément pour Macrantha, pour les Drosera du type érigé, parce que les tubercules sont plus petits, en plus grand nombre. Et donc, je ne les sors pas systématiquement. Donc là, j'avais sorti Macrophylla. Macrophylla avait commencé fin septembre à former un stolon. Donc, on voit très nettement. J'ai planté directement dans mon substrat. Après, j'ai recouvert. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Moi, j'ai planté de manière assez grossière. Hein. Il y en a plein qui vous diront, oui, il faut absolument que ça soit tourné vers le haut. Personnellement, j'ai jamais fait attention, très attention à ça. Donc, souvent, ils sont à l'horizontale, mais ils finissent par trouver la surface. Il n'y a aucun souci. Hein. On peut passer à la suivante. Alors, c'est là l'une des grosses différences qu'il va y avoir entre ce que je vais vous montrer tout à l'heure et cette photo. Donc là, on est en pleine croissance des Drosera à rosette. Donc là, on est sur le complexe Erythrorhiza, la section Erythrorhiza. Voilà, donc là, toutes les plantes sont en pleine croissance, elles sont belles, sont pleines de couleurs, elles fleurissent. Donc, par rapport à ce que je vais vous montrer tout à l'heure, ça va vous choquer. On peut continuer, en passer à la prochaine. Alors, ça, c'est une bonne illustration de ce qu'est un Drosera tubéreux. Donc, imaginez à la surface la plante qui est encore vivante. Hein. Il y a un stolon et puis il y a la formation d'un tubercule en fin de saison. Donc là, c'est Drosera tubaestilis, il me semble. Je vais essayer de faire ça cette année pour un peu plus d'espèces, pour montrer la taille du stolon et la profondeur du tubercule. C'est pas très haut pour tubaestilis. Ça peut être beaucoup plus important pour Rupicola, par exemple. Alors, ça, j'adore. J'adore ça. Ça, c'est le moment que je préfère vraiment à l'automne, enfin fin d'été, début d'automne. Ça, c'est Drosera lori, donc une très 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 belle espèce qui commence à produire son stolon. Donc là, typiquement, la plante se réveille. On est en jour court, il fait un peu plus frais, la plante demande de l'humidité. Donc là, c'est le moment de planter. Donc là, ces tubercules, ils vont finir dans un pot à une profondeur d'à peu près 3 cm, 3-4 cm maximum. Il faut compter 3-4 fois le diamètre du tubercule en profondeur. Après, si vous le faites plus profond ou moins, enfin, moi, j'ai déjà fait beaucoup plus profond et ça n'a pas été, bien grave. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, encore une illustration de Drosera, de tubercules de Drosera. Donc là, c'est Drosera platypoda. Les tubercules font à peu près 5 mm. Quelques-uns sont en train de repartir. Vous voyez des petits stolons blancs qui se forment au niveau du tubercule. Donc là, pareil, ça va être le moment de les planter. Alors là, ça va être, je crois que c'est Macrantha. Je perds les mémoires, je ne sais plus. Enfin, c'est un autre type de tubercule. Donc là, vous voyez, il est blanc. Il fait à peu près 8 mm. C'est surtout pour vous montrer en fait le stolon, donc qui annonce le démarrage de la saison. Alors, là, on est dans la section Stolonifera.
Donc là, vous avez du Porrecta, de la Phoenis stolonifera et du Ramelosa. C'est des plantes que je trouve absolument magnifiques. C'est parmi les plus belles, je trouve. Cette année, j'ai eu un petit peu plus de mal avec Ramelosa. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'année en année, on a des surprises avec les copains collectionneurs. Certains se foirent sur quelques espèces et puis d'autres réussissent au contraire la même espèce. Là, cette année, moi, Ramelosa, je suis assez déçu. Mais bon, voilà, ça c'est surtout pour vous illustrer la section Stolonifera du sous-genre Ergaleum. Bon, pareil, ça c'est un petit exemple de tubercules qui sont en train de démarrer. Donc là, c'est un petit peu plus discret, mais ça mérite la plantation. Alors, bon, là, c'est ma star. Ça, c'est la star de l'année, Drosera squamosa. Il faudrait que je fasse un petit montage avec les différentes photos d'année en année pour montrer à quel point la plante a grossi. Enfin, a grossi, s'est multiplié chez cette chance-là. Donc voilà, Drosera squamosa, si je pouvais souhaiter à tout le monde de la cultiver, je le souhaite d'ailleurs. C'est vraiment un très très beau Drosera. Moi, c'est un de mes préférés. Voilà. Encore une illustration de quelques tubercules, avec une petite spécificité à droite, on n'en a pas du tout parlé, c'est Utricularia menziesi, donc c'est un utriculaire à tubercules. Donc voilà, il se présente sous cette forme-là. En fait, ce sont des grappes de tubercules qui sont gros comme des grains de riz et qui sont protégés par les anciennes feuilles, les anciennes racines de la plante. Ils sont à cultiver et à cultiver exactement de la même manière que les autres Drosera. Drosera tubereux. Donc là, on est dans une autre section, c'est la section Erythrorhiza, toujours du sous-genre Ergaleum. Donc là, vous avez Drosera collina en haut à gauche, Drosera squamosa à droite, Drosera magda en bas à droite et Drosera erythrorhiza à gauche. Donc, c'est un peu mon challenge d'année en année, c'est de faire disparaître le pot. En général, quand je mets une photo, j'aime bien quand je vois plus le pot. Donc là, c'est le cas pour Magna. C'est loin d'être le cas encore pour Erythrorhiza, mais voilà, c'est un objectif de faire baisser de ne plus voir le pot. Alors, section Ergaleum du sous-genre Ergaleum. Donc là, ce sont les érigés. Donc, c'est pas très photogénique. J'ai du mal, en fait. J'ai des potes qui sont quand même meilleurs que moi pour faire des photos de ce groupe-là. Là c'est Drosera. On voit Drosera macrantha outcrop qui est en train de grimper le long de la vitre de ma véranda. Donc, il fait pas loin d'un mètre, 1,20 m. C'est la première fois qu'il monte à cette taille-là. Jamais je l'ai eu aussi grand cette année. Donc, je pense que je vais changer un petit peu mes installations d'une manière à lui laisser encore un peu plus de hauteur pour l'année prochaine. Drosera lori. Voilà, donc celui-là, il est assez spécifique. On le reconnaît assez facilement. J'aurais bien aimé, mais ça je ne pourrais pas le faire, c'est dommage, mais j'aurais bien aimé pouvoir déterrer un pot en direct. Ça aurait été sympa de pouvoir faire ça et vous montrer les tubercules. Malheureusement, c'est un peu trop tôt. On n'est pas encore dans la bonne saison. Mais voilà à quoi ressemble Drosera lori sous forme de tubercules. Donc là, on est sur un démarrage. Donc, tout à l'heure, on a vu un pot où j'avais planté les Drosera macrophylla, un peu n'importe comment. Eh bien, voilà ce que ça donne à un moment donné. Au bout de quelques semaines, les Drosera pointent le bout de leur nez à la surface du substrat et se développent. Donc là, on est au début du développement. Plus tard dans la saison, ça a pratiquement recouvert tout le substrat. Et je vais vous montrer tout à l'heure, maintenant c'est moche, c'est tout sec. Voilà. Alors, ça c'est pour vous montrer, c'est Drosera rupicola, qui a tendance à former des tubercules très profondément dans son pot, et même donc sous le pot et en dehors du pot. Donc là, on voit 3 petits tubercules qui sont en train de se former. Je ne sais même plus si ceux-là, j'ai réussi à les récupérer, c'était l'année dernière. Donc, il faudrait que je regarde cette année comment ça se passe.
mais je pense que je vais avoir la même surprise. Drosera squamosa, donc tout début de la saison. Donc là, c'est le moment où on souffle en se disant ça y est, il est enfin sorti. Donc on est bien content. C'est une des périodes que je préfère aussi quand il commence à sortir de terre. Alors là, c'est un petit clin d'œil. Drosera magna, que j'ai laissé dehors cette année, pratiquement tout le temps, sauf quand les gelées étaient vraiment très fortes. Mais il y a un matin où les gelées étaient de l'ordre de -1, -2, et j'ai décidé de laisser le pot. Il était contre la maison, donc quand même relativement protégé. Et ça a donné quelque chose de joli comme tout. Donc en fait, toutes les gouttelettes ont gelé. La plante en elle-même n'est absolument pas en danger. Il n'y a eu aucun problème. Elle a continué de croître tout l'hiver. Là, elle est au repos. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça supporte quand même, voilà, un petit -1, un petit -2, ça va, ça supporte. Drosera stolonifera. Donc là, c'est les grosses patates. Stolonifera, donc a tendance à faire des tubercules assez impressionnants. Donc là, on est au mois de juin ou juillet. Et je crois que c'est terminé pour les photos. Terminé pour les photos? Ok. Ouais. Est-ce Bon. qu'on ne ferait pas un petit break parce qu'on a énormément de questions? Oh la vache. Je vais arrêter le partage d'écran. On fait juste une petite pause, peut-être questions, Ouais. plutôt en rapport avec la culture et tout, parce qu'on en a eu pas mal. Et puis après, comme ça, tu peux faire un petit tour, une petite visite, quoi. Ouais, on n'a pas du tout parlé de la multiplication. Ah bah vas-y alors. Et Je puis ne sais après, pas si on n'a pas le temps, tu me le dis, hein, mais donc la multiplication, je vais aller très vite. Je vais aller très vite parce que je ne suis pas très très fort. Ça fait 2-3 ans que je commence le semis de Drosera tubéreux. Donc la multiplication, elle se fait de deux manières. Donc la multiplication asexuée, la multiplication sexuée. Donc asexuée, c'est quand on a la chance d'avoir des plantes qui vont former des tubercules filles en plus du tubercule mère. Donc la propagation par cette méthode-là est vraiment dépendante de l'espèce. Il y a des espèces qui sont extrêmement radines, notamment Drosera lauris, c'est une catastrophe. En fait, moi, je traîne 3 tubercules depuis des années. Au contraire, vous allez avoir des espèces comme tout le complexe Peltata, où là, c'est la foire, hein, donc ça se multiplie très rapidement. Voilà, donc là, c'est la méthode asexuée par multiplication des tubercules. Et puis, vous avez donc le semis. Alors, le semis, je pense qu'on pourrait en parler longuement et je vais éviter d'en parler longuement parce que c'est un peu. Tout n'est pas très net en fait sur le semis parce que vous avez en fait des gens qui vont vous proposer d'utiliser de la GA3, il y en a qui vont vous proposer d'utiliser de l'eau à 70 degrés dans laquelle vous allez plonger les graines pour qu'elles subissent un choc thermique pendant 45 secondes et les semer après. Pour avoir un petit peu discuté avec des potes australiens, il y a deux choses pour le semis des Drosera tubéreux. Il y a des Drosera tubéreux qui n'ont absolument pas besoin d'aucun traitement que ce soit, aucun traitement, et c'est le cas de toute la section Ergaleum, donc tous les Peltata, les Menziesi, les Pallida et compagnie. Ceux-là, normalement, n'ont pas besoin de traitement particulier. On les sème quand il fait chaud et on les traite comme les pots des adultes. Juste derrière moi, juste ici, en fait, vous avez moi toute ma production de semis. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je sème en général, oui, à la fin de l'été, quand il fait quand même encore chaud. J'arrose pas tout de suite. J'arrose à partir du mois de novembre à peu près. Mais bon, voilà, je ne suis pas très à l'aise vraiment sur le semis pour en parler. Donc, s'il y a des questions un petit peu plus précises, peut-être que je pourrais y répondre, mais voilà, je n'ai pas trop d'éléments importants à dire sur le semis. Ok, bah écoute, on va passer vite fait aux questions du chat, au moins par rapport à la culture et tout, parce qu'on en a eu vraiment plein, histoire de faire un petit break. Rémi, tu veux poser 2-3 questions? Oui, alors j'en ai noté pas mal.
la première question quand même à laquelle il faut répondre, tu dis il y a un Dieu qui t'a introduit. Quel est ce Dieu qui t'a introduit? D'accord. Ah là là, je ne sais pas si je vais le dire, mais ce Dieu qui m'a introduit s'appelle Jean-Pierre. Il s'appelle Jean-Pierre, il cultive les Drosera tubéreux depuis plus de 20 ans. Il a une collection absolument exceptionnelle. C'est quelqu'un d'extrêmement discret, d'extrêmement discret. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va vous faire une présentation comme je le fais, même si pour moi aussi l'exercice est complexe. Voilà, donc c'est mon fameux JP. C'est vraiment un très bon ami et un cultivateur vraiment hors pair, et j'ai encore du mal à atteindre son niveau. Ok, merci. Donc toi, tu les cultives du coup en inversé en inversé par rapport à l'Australie parce que leur Australie natale vu qu'on est en truc. Est-ce que tu as déjà reçu des Ouais, plantes qui venaient directement d'Australie et est-ce que tu pourrais donner des conseils éventuellement d'acclimatation dans ce cas-là? ouais. Alors oui, j'en ai reçu, pas cette année, l'année dernière j'en ai reçu. Alors les conseils. En général, quand je les reçois, je les garde tels quels dans leur petit sachet. Ils sont souvent dans un petit sachet, donc soit avec un peu de substrat ou soit sans substrat. Moi, je les garde dans leur sachet. Je prends le sachet et je l'enferme dans une boîte en métal. La boîte en métal, je la mets dans un endroit frais. Et je surveille régulièrement. À partir du moment où je vois qu'il y a, comme sur les photos que je vous ai montrées, une croissance de stolon, à ce moment-là, c'est parti, je mets en culture. La première année, le gros problème avec cette adaptation, la première année, c'est que il faut essayer, autant que faire se peut, de faire une période de croissance la plus longue possible. Donc vraiment, il faut essayer de les mettre en situation la plus fraîche possible, pas dépasser les 10-11 heures d'éclairage par jour. Voilà, il faut vraiment essayer de les faire pousser le plus longtemps possible pour les faire rentrer en repos le plus tard possible. Donc c'est assez compliqué. On se retrouve de toute façon avec une période de croissance qui est assez courte. Et la mauvaise surprise, c'est que forcément, d'une année sur l'autre, on se retrouve avec un tubercule qui est un petit peu plus petit, puisqu'il a une phase de croissance plus courte. Le tubercule est plus petit. En général, ils vont sortir du repos l'année d'après un peu plus tard que les autres. Donc, de nouveau, on peut se retrouver avec une phase de croissance un peu plus courte, mais ça s'allonge au fur et à mesure des années. Donc, il y a des plantes pour lesquelles vous n'aurez pas de problème d'adaptation. Par exemple, tout ce qui est peltata, bien qu'on puisse trouver quand même du peltata sans aller en Australie. Hein. Aujourd'hui, en Europe, il y a des gens qui peuvent en proposer. Il y a des plantes pour lesquelles ça sera plus compliqué. Je sais que moi, j'ai eu des soucis avec Drosera zonaria, où j'ai eu des périodes de croissance vraiment très courtes et j'ai mis 2-3 ans avant de l'adapter et ce qui me fasse une période de croissance tout à fait normale. Voilà. Ok, merci. Euh, Toujours en restant sur la culture, on a des questions sur comment est-ce que tu les conserves l'été. Alors Ouais. pour ceux qui sont en pot, j'ai bien compris. Ceux qui sont pas en pot, comment est-ce que tu gardes le bulbe? Dans quelles conditions? Et quelles sont les températures que tu leur infliges l'été? Parce que tu dis qu'il faut pas trop monter, etc. Ouais. Alors, comment je fais Donc, soit je garde les plantes dans les pots et je les mets dans des ziplocs, comme je vous ai expliqué, soit au contraire, par exemple pour Drosera lori, on va prendre le cas de Drosera lori, je les sors, je les nettoie pour qu'ils soient tout propres et je les mets alors attendez, j'en mets quelques-uns là. Voilà. Des petites boîtes alimentaires toutes bêtes, d'accord? Donc, je les mets là-dedans avec un peu de substrat. Alors, le substrat n'est pas sec, mais il n'est pas mouillé non plus. C'est un peu compliqué. Alors, attendez, je vais baisser le chauffage parce que je crève de chaud. C'est horrible. Voilà. Pour vous donner une idée de l'humidité du substrat idéal, quand vous achetez un paquet de tourbe tout neuf et que vous l'ouvrez, la tourbe est humide et fraîche. Voilà, c'est à peu près cette texture-là. Donc, je garde mes tubercules dans ce substrat-là. J'ai la chance d'avoir une partie de ma pièce qui est complètement au nord, donc même quand il fait chaud à l'extérieur, j'ai facile 10 degrés de moins dans cette zone-là. L'idéalement, ça serait d'avoir une cave, j'ai plus de cave.
mais voilà, je les garde dans une température un petit peu plus fraîche qu'à l'extérieur, au noir. Et j'attends en fait, j'attends l'automne pour que le stolon se reforme. Ok. Il y a d'autres questions, dont certaines qui concernent l'obtention, etc. Où est-ce qu'on peut en avoir? Je te propose qu'on passe éventuellement à une visite de plantes parce que le temps avance. Et à la Ouais, fin, on reviendra sur quelques autres questions. ça marche. Alors. Bon, tout le monde voit. Enfin, personne ne va me répondre, forcément. Ouais, c'est tout bon, vas-y. Ah, bah alors attendez, parce que la lumière vient de s'éteindre, forcément. C'est le minuteur. Donc, attendez. Désolé pour ce contretemps. Voilà. Donc là, on est dans la zone de mes Drosera à rosette, donc la section Erythrorhiza. Comme vous voyez, ça, c'est mon fameux pot de Drosera macrophylla. Tout est sec. Donc là, ça y est, c'est en train de partir. Là, vous avez Utricularia menziesi. Donc, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais c'est tout petit, tout vert. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, on voit un petit peu, ouais. Ouais, c'est léger, hein, mais bon, c'est vraiment très discret. Mais globalement, voilà, les plantes sont en train de sécher. Donc là, vous avez un squamosa qui est en train de sécher. Là, vous avez encore du macrophylla qui est en train de sécher. Voilà, globalement, c'est en train de sécher. Donc, il y a encore un peu d'Erythrorhiza qui est pas trop moche. Mais tout le reste est en train de sécher. Là, c'est en train de devenir tout noir. Là, vous êtes Drosera aberrans. Donc, c'est un très, très bon candidat pour un début de culture. Celui-là. Bon, il y a des plantes qui poussent sans que je le veuille. Donc là, j'ai un squamosa, mais avec un pterostylis, donc une orchidée australienne. Et puis, j'ai un hookeri qui s'est intégré à la culture, qui a décidé de pousser ici. Voilà. Donc ça, c'est la première partie des rosettes. Là, vous avez la deuxième partie des rosettes, donc c'est dans le même état. Là, c'est vraiment en train de sécher, c'est vraiment très impressionnant. Je mettrai des photos sur Facebook pour montrer la différence, mais là, par exemple, voilà, mon macrophylla, ça y est, il est en train de mourir. Donc là, j'ai Drosera zonaria qui est en train de sécher. Lori, ça y est, il est tout sec. Lori aussi tout sec. Là, j'ai du squamosa qui est en train de sécher. Là-bas, il y a du tubae-stylis qui est en train de sécher. Et pareil, là, on voit quelques plantes qui sont en train de sécher. Donc là, c'est Colina. Donc, Colina qui est en train de sécher là au milieu. Là, c'est ma star, Squamosa, qui est en train de jaunir, qui ne devient pas très, très, très beau. Ça, c'est pas du tout un Drosera tubéreux. Là, c'est Rora Imae. Voilà. Ensuite, bon là, j'ai pas mal de pots de Drosera magna, donc c'est aussi un très très bon candidat à la culture pour les débutants. Donc ça, je pense que j'en aurai cet été. J'en aurai pas mal. Donc là, ils sont en train de sécher tout doucement. Et enfin, la section Stolonifera. Donc là, avec tous les Drosera Stolonifera, Affinis Stolonifera, Ramelosa, Porrecta, je ne sais plus ce que j'ai d'autre, enfin Ramelosa, je l'ai déjà dit, Platypoda, Rupicola. Donc ceux-là, ils sont encore très très beaux. Et il y a un intrus. Il y a un intrus là-dedans. Alors, est-ce que quelqu'un le verra? Oui, c'est Cistiflora, il est au milieu, il n'a rien à faire là. Exactement, il n'a rien à faire là. Sauf que mon petit Cistiflora, je le cultive exactement de la même manière que les autres. Et je suis très content cette année, il était vraiment très beau. Mais oui, effectivement, c'est celui qui ne doit pas être qui n'est pas à sa place. Voilà. Donc voilà pour la collection. Donc elle n'est vraiment pas très belle en ce moment. Je suis désolé. Si on avait fait la conf il y a quelques semaines, on aurait pu voir des choses encore plus belles. Je vais vite vous montrer le semis. Donc vous ne verrez pas grand-chose, mais bon, il y a quelques plantes qui sont déjà en tige
Là, elles ont 1 an. Hein. C'est des plantes de Peltata, ça va très très vite. Donc, dans le semis, ce qu'il y a de facile à faire, voilà, c'est tout le groupe Peltata, Gracilis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Planchoni, Auriculata. Donc, cela, c'est vraiment extrêmement facile à semer et c'est vraiment du bonheur parce que ça pousse assez rapidement. Donc, en dessous, donc pareil, j'en ai quelques-uns. Là, j'ai un bel Auriculata, j'aime beaucoup sa couleur. Là, il est très rouge. Andersoniana qui est là, Macrophylla. Et après, j'ai des petites plantes, mais vous verrez pas les bébés sortir de terre. Malheureusement, à la caméra, ça va être compliqué. Voilà. Bon, ben voilà pour la petite visite, très courte. Je suis désolé, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus joli à voir. Ouais, pas de C'est pas souci. la meilleure période. C'était super déjà. Alors, c'est déjà 8 heures presque. On va peut-être juste poser encore 2-3 questions du chat et puis on va terminer tout doucement quand même pour pas finir trop tard. 8 heures. Et notamment, il y a une question qui est ressortie plusieurs fois, c'est est-ce que tu nourris tes plantes et si oui, combien, comment, tout ça, tout ça. Oui, oui, je nourris les plantes et c'est même essentiel. Alors, j'ai nourri avec ça. Alors, attendez, je retrouve la bouteille. Non, je ne l'ai pas. Je ne sais pas. Elle n'est pas ici. Je l'ai nourri avec un espèce d'extrait de poisson. Ça s'appelle du fish mix. Je pourrais en parler sur Facebook. Je l'utilise à hauteur de 1 millilitre par litre. Pardon. Donc, je fais un pulvérisateur de 5 litres. Je mets 5 millilitres et je pulvérise ça sur les feuilles. Donc, ça a le mérite d'être facilement absorbé. C'est mieux que les paillettes pour poisson, qui ont tendance à pourrir un peu sur les feuilles et esthétiquement, c'est quand même pas le top. Du coup, oui, je les nourris. Et ça, je fais ça à peu près 1 fois par semaine. Ok, Rémi, si tu as d'autres questions. Oui, des questions qui revenaient aussi, qui sont intéressantes, je pense. Où est-ce qu'on se les procure? Comment est-ce qu'on se les procure? Sous quelle forme? Graines, bulbes, plantes directement? Quand on reçoit des graines, est-ce qu'il faut les semer tout de suite? Comment on les conserve, etc. C'est une sorte de gros package de questions autour de l'acquisition de ces plantes. Ok. Est-ce qu'il y a des certificats type CITES pour les acquérir, etc. Alors, moi, j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser, enfin, d'avoir besoin de CITES. Alors, comment les acquérir en Europe? Il faut rentrer dans le cercle, en fait. Hein. En Europe, il y a quelques très, très bons cultivateurs qui sont susceptibles d'échanger ou de vendre des plantes. Il y a un très, très bon groupe sur Facebook. Là, c'est Tuberous Drosera ou Drosera Tuberous, je ne sais plus. Tuberous Drosera, il me semble. Sur lequel il faut vraiment s'inscrire quand on a envie d'en apprendre un peu plus sur ce genre-là. La plupart du temps, enfin oui, la majorité du temps, ce sont des plantes qui s'acquièrent sous forme de tubercules. C'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. On a le tubercule en fait en l'été, à la phase de repos, pour les planter à l'automne. Sinon, on peut aussi obtenir des graines. C'est beaucoup plus compliqué. Donc après, comme je vous disais tout à l'heure, je suis vraiment pas du tout très très fort en graines. Mon mentor, lui, est un dieu du semis. Il va jusqu'à la culture in vitro de ces plantes-là. Donc c'est vraiment une partie en fait de la culture qu'il faut que je continue à apprendre parce que moi j'en suis resté quand même à mes semis de Peltata, Gracilis, Andersoniana et compagnie. J'en suis pas encore au Drosera Lori, Rupicola et compagnie, j'y suis pas encore. Mais oui. Pardon, vas-y, termine. Ouais, non, je disais oui, c'est essentiellement sous forme de tubercules l'été qu'elles s'acquièrent, ces plantes. Je prends juste une question à la volée, Rémi. J'ai vu que c'était une question qui avait été posée. Est-ce qu'il existe des hybrides de Drosera tubereux? Est-ce que tous les sous-genres, etc., s'hybrident entre eux, par exemple? Non, non. Alors, c'est un gros problème. Enfin, un gros problème. Je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est difficile de faire des hybrides de Drosera tubéreux. J'ai encore jamais entendu parler d'un hybride entre Drosera collina et Drosera stolonifera, par exemple. En revanche, il peut y avoir un hybride de Drosera erythrorhiza par Macrophylla, puisqu'on est dans la même section. Oui, il existe quelques hybrides, et d'ailleurs, j'en ai peut-être un. On ne sait pas, en fait, avec mon mentor. On ne sait pas encore si c'est vraiment cet hybride-là ou si c'est une espèce pure. Après, il y a quelques hybrides dans le groupe des érigés.
Mais voilà, il n'y a pas d'hybride spectaculaire qu'on pourrait avoir entre un Drosera lori et un Drosera platypoda, par exemple. Ça ferait rêver tout le monde, mais malheureusement, non. Ok, et une question, du coup, tu disais Drosera magna, Drosera peltata, peut-être pour commencer, est-ce que tu as quelques autres espèces qui seraient faciles pour les débutants? Ouais, alors je crois que j'ai fait même une petite liste pour ça. J'ai fait une petite liste très très simple. Ah ouais. Alors, dans la liste que vous pouvez utiliser, que vous pouvez acheter, vous avez évidemment tout le complexe peltata. Donc ça, c'est vraiment les plus simples. Auriculata, Menziesi, Basifolia, Eremae, Ukeri, Macranta, qui est superbe. C'est vraiment, je pense, un des érigés qu'il faut avoir. Ensuite, dans les rosettes, vous avez tous les aberrances, Witakeri et Tubaestilis, qui sont très très faciles et qui ont cette faculté de se multiplier par tubercule très facilement. Donc ça, c'est plutôt agréable. D'année en année, on a une population qui grandit. Et puis, dans le complexe Stolonifera, Platypoda est pas compliqué, Rupicola et Stolonifera. Ok, merci. Et est-ce que tu mélanges ces espèces dans des pots ou est-ce que tu cultives des plants de compagne avec ça? Ah non, j'ai aucune plante compagne. Euh, D'année en année, quand je retire les tubercules et que je les sors de leur peau, ça m'arrive de les mélanger. Donc, je me retrouve avec des petits mélanges avec un peltata qui va pousser au milieu d'un magna, mais je n'ai pas de plante compagne avec mes Drosera tubereux. Ok. Tu as Drosera cistiflora, est-ce que tu cultives d'autres Drosera sud-africains? Non, c'est le seul. Enfin, j'ai un semis de Drosera trinervia, mais qui est tout petit, qui vient de fleurir. Ok. Et par volonté, parce que c'est pas la même zone géographique ou parce que tu n'as pas eu l'occasion? Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion, mais c'est vraiment sensiblement le même type de culture. Donc, j'ai bien l'intention de continuer à cultiver dans le sud-africain avec les racines tubéreuses. Ok. Il y a eu encore une ou deux questions, puis on arrivera vraiment à la fin. Dans ta technique de Ziploc, tu n'as eu aucun problème de moisissure parce que c'est quand même à l'étouffer pendant tout l'été? Non, jamais. Alors, je ne ferme pas complètement le ziploc. Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, j'utilise des grands ziplocs comme ça. Je prends mon pot. Par exemple, là, j'ai un pot de Drosera lori qui a complètement séché. Je le mets. Soit je ferme un petit peu, mais en laissant la moitié à peu près ouvert, ou alors je ne ferme pas du tout et je plie juste comme ça. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je fais. Et ce pot-là, je vais le poser dans un endroit au sec, au frais et dans le noir. D'accord. Et Jamais eu de problème de moisissure. est-ce que tu penses que en utilisant des pots plus profonds d'une vingtaine de centimètres de profondeur, tu aurais besoin d'utiliser un Ziploc aussi ou pas? Peut-être pas, parce qu'on aurait un peu plus d'humidité résiduelle l'été. C'est Mhm. possible. Après, il faut avoir la place en hauteur. C'est ça. Mais peut-être pas, effectivement. C'est à tester. Ok. Merci. Une question qui était un peu double. Est-ce que tu as déjà essayé de la multiplication directement en période de croissance en séparant des bulbes pour forcer les bulbes à donner d'autres bulbes sœurs? Est-ce que tu as déjà essayé de couper deux bulbes, enfin de couper un bulbe au milieu Ouais, pour ouais. voir si ça faisait deux plantes, etc. J'ai jamais osé. J'ai Ok. jamais osé, mais j'aimerais bien tester ça la prochaine saison, au mois d'octobre, notamment sur Drosera lori, puisque j'en ai marre de me traîner ces trois tubercules du Drosera giant, lori giant. Donc j'aimerais bien tester en fait à partir du moment où j'aurai un stolon de 4-5 cm qui commence à arriver à la surface, le détacher du tubercule et le mettre en culture, et le tubercule mère, de laisser reprendre un nouveau stolon. Je vais peut-être tester ça. Tiens, j'en profite juste pour poser une question là-dessus, parce que j'ai vu qu'il y en avait une dans le chat. À quel point, du coup, ces stolons-là, ils sont fragiles? Et du coup, ça répond un petit peu à la question, mais est-ce que si, par exemple, tu casses le stolon comme ça, c'est foutu pour la saison et du coup, le tubercule Non, peut pas en redonner d'autres ou en fait, il repousse après, il n'y a pas de souci? non, il va repousser. Si jamais vous faites une mauvaise manipulation et que le stolon il est coupé,
Le tubercule, s'il a encore suffisamment de nutriments et d'eau et d'énergie, va reproduire un nouveau stolon, une nouvelle plante. Normalement, mais c'est justement le but pour faire de la multiplication asexuée de cette manière. Bon, moi, j'ai jamais osé, mais pourquoi pas. Ok, merci. Et pour quasiment terminer, le substrat que tu utilises, non, est-ce que tu fais du surfaçage en sable pur pour certaines espèces? Alors, je l'ai fait. Cette année, je ne l'ai pas fait du tout, faute de temps, et puis c'est beaucoup de sable, donc je ne l'ai pas fait. Mais oui, on peut utiliser soit du sable en surfaçage, ce qui permet de faire ressortir la plante sur la surface, c'est plus joli, c'est esthétiquement plus joli. Ou alors de la pouzzolane aussi, de la pouzzolane fine, ça rend pas mal. Mais là, cette année, je ne l'ai pas fait. D'accord. C'est pas une obligation. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation dans la culture à faire ça. Aucune. Ok. Une autre question qui est des Drosera érigés, ils tiennent tout seuls ou il faut que tu leur mettes un support? Alors, c'est une bonne question. Normalement, il faut mettre un support. Donc, j'utilise des... Alors, attendez, j'en ai là ou j'en ai pas? Non, je ne les ai pas là. En fait, j'utilise des... Comment on appelle ça? En fait, c'est des maquettistes qui utilisent ça. En fait, c'est des tiges en fibre de verre qui font à peu près 1 mètre de long, que je plante dans le pot et la plante va grimper dessus. Donc, soit ça, soit directement le pot contre la vitre de la véranda et la plante grimpe carrément sur la vitre tout le long de la véranda. Mais effectivement, notamment chez Macrantha, Erythrogine, Pallida, tous ces érigés à développement très important, il vaut mieux un support. D'accord, merci. Une dernière question sur le substrat et après on s'arrêtera là. Au fond du pot, c'est beaucoup de sable, c'est du géotextile. Comment est-ce que tu gères à cet endroit-là? Et aussi parce que quand tu retires ton pot du bac, il va y avoir beaucoup de pertes avec le textile, etc. En général, je mets une petite poignée de tourbe pure. Ok. Donc, ta tourbe pure au fond, tassée, et ça permet à éviter le sable de partir quand je soulève le pot. Ok. Et puis, deux petites questions perso pour finir. Est-ce que tu es déjà allé en Australie et combien d'espèces tu as en tout? Ah là 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 là, combien j'ai d'espèces? Je suis incapable de vous répondre. Il y a 70 espèces de Drosera, je pense que j'en ai pas la moitié, peut-être une trentaine, à peu près, ouais, 30-35. Non, je n'ai jamais été en Australie, mais c'est un rêve de gamin. Vraiment, c'est un grand rêve, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. J'ai un copain qui est là et qui écoute et qui le sait à quel point j'aimerais bien aller en Australie. Ok, merci beaucoup. Je crois que j'ai à peu près posé toutes les questions. S'il y en a d'autres qui n'ont pas été abordées, peut-être dans les commentaires, on pourra y répondre. Ouais, merci beaucoup. Je pense, Laurent, les gens ils peuvent aussi directement te contacter, peut-être sur Facebook s'ils ont des questions, puis tu publies. Avec plaisir, ouais, bien sûr, avec plaisir. Ok, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est passé hyper vite, c'est déjà 20h10. Merci beaucoup, Laurent, c'était super intéressant. C'était vraiment trop cool. Il y a eu vraiment beaucoup de questions. Pour ceux qui nous regardent, normalement, la vidéo elle sera disponible sur notre page, la Facebook, en replay, si jamais. Et puis, on a fait aussi une chaîne YouTube où on met tous les replays directement sur YouTube si vous voulez les récupérer. Je vous la mets tout de suite dans le chat, normalement, si ça fonctionne. Du coup, vous pouvez aller checker ça. Et puis, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Super. Merci encore, Laurent, et merci à tous d'avoir été là, et à la prochaine. Merci bien, merci tout le monde. Salut. Top. Salut.